Eh bien, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel interview. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'éducation initiatique. Et pour cela, j'ai Éric Lantenois qui est avec moi, qui est voilà, qui en a fait un peu sa spécialité de proposer des systèmes d'accompagnement et d'éducatif un petit peu, je vais dire nouveaux. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est retourné à des choses anciennes qu'on a perdues, mais voilà. Bienvenue, Éric. Merci Ludovic, merci de me consacrer ce temps et ce partage. Alors, Éric Lantenois, donc, est-ce que tu peux te présenter, parce qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas encore et qui C'est vont pas sûr. tarder à te découvrir. Alors, qui es-tu, Éric? Eh bien, voilà, mon nom c'est Éric Lansenois, j'habite dans la Drôme, je suis papa de trois enfants, j'ai 45 ans cette année et je suis impliqué et engagé dans le monde éducatif depuis que j'ai 19 ans à peu près, euh, par le biais de plein de parcours différents. J'ai été très vite attiré par l'accompagnement d'enfants dans la nature. Donc j'ai tout un bagage d'éducation à l'environnement, un peu, je vais dire classique, même si c'est pas si courant que ça. Enfin, c'était pas courant quand je passais la formation. Maintenant, c'est quand même assez connu. Et voilà, je chemine avec cette base-là. Et même quand j'ai eu dans ma vie l'envie de quitter cet aspect transmission, il me collait tellement à la peau que j'y revenais à travers mes différentes expériences. Comme je me suis à un moment donné comme isolé avec ma famille dans une petite ferme à l'abandon, enfin en tout cas en attente à côté de Cray. Et pendant presque 10 ans, là, je me suis consacré à la permaculture et très vite, on m'a demandé de venir transmettre des principes, d'accompagner des terrains. Donc ça me colle à la peau un peu cette histoire de transmission. Et je me sens vraiment à ma place quand je suis dans cet espace de transmission. Maintenant, je dirais beaucoup plus avec les adultes. Et ce que je pourrais dire comme ça, c'est que j'accompagne des adultes qui ont très envie d'être dans l'accompagnement, eux aussi dans la transmission, et aussi des adultes qui sont aussi dans la thérapie, puisque de mon point de vue, en tout cas dans mon système de croyance, l'apprentissage et la guérison, c'est la même chose, c'est un éveil de conscience. Donc ça, je l'ai découvert plus récemment, mais voilà, j'ai plusieurs, plusieurs cordes à mon arc, plusieurs passages. Je suis passé par l'université, je suis passé par un mouvement là qui a le vent en poupe en ce moment, qui s'appelle le Hey Shields en France. Et, puis plus récemment, je suis engagé dans un accompagnement pour moi, mais qui m'a donné aussi beaucoup de, de grains à moudre pour cette pratique de transmission qui est plus reliée à la conscience, à la spiritualité même, je vais dire, et qui a, qui m'a permis comme de comprendre tout un tas de choses, mais sous l'angle de l'éveil de conscience et de la spiritualité. Donc ce mouvement, c'est relié à un institut qui s'appelle l'Institut I-Reçoit. Donc j'ai vu la vidéo avec Gilles Van et Charlie, donc c'est voilà, ils ont aussi ils sont aussi accompagnés dans ce mouvement-là. Et il y a une pratique notamment qui est très importante, une pratique qui est à la fois le pilier et puis un fondement pour aller travailler sur soi et permettre aux gens de travailler sur eux-mêmes, c'est le miroitement de l'âme. Donc que j'ai agréé, enfin que j'ai pas agréé, que j'ai ajouté pardon à à mes outils, voilà. Que ça soit avec le Mm, public que j'accompagne, enfants, adolescents ou adultes, ou mm. facilitateurs, pédagogues, transmetteurs, personnes engagées dans la transmission, thérapeutes. Voilà ce que je peux dire qui me vient. Merci. C'est vrai que moi, je vois que tu as plein de cordes à ton arc, mais ça touche à une essence un peu commune, parce que je vois que tu peux très bien accompagner des gens qui ont envie d'habiter en collectif, des gens qui font de la permaculture, des gens qui ont envie de changer de vie. Et je te vois, moi, à l'intersection entre le lien à l'autre, les lois du vivant, la nature, et finalement une sorte d'écologie humaine et, j'allais dire presque sociale, mais c'est comment les êtres rentrent en interaction les uns avec les autres pour une sorte d'harmonie.
Ouais, merci. Je note, hein, parce que c'est pas facile de se présenter. Mais une fois, comme je parle beaucoup d'éducation initiatique, ça fait comme un peu un pléonasme pour ceux qui connaissent le terme. Puis pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un peu chinois, donc ils comprennent pas. Et je pensais à une sorte d'écologie du lien aussi, du Hmm. lien ou des liens. Une écologie des liens, ça me plaît bien. Écologie de la transmission aussi. Mais bon, c'est un peu relié, justement, le lien à la transmission. Donc merci, ouais, je prends ça. C'est vraiment que les systèmes complexes, ça m'a toujours un peu attiré parce que c'est comme impossible à appréhender complètement. Donc il y a un petit côté là qui ramène vraiment à l'humilité. Comme c'est très proche du coup des sciences humaines, voilà. J'ai toujours un peu de mal avec les personnes ou les mouvements qui disent faut faire comme si avec les enfants ou avec les ados. Là, ça me crispe un peu, même si je vois l'élan derrière de vraiment bien accompagner. Et quand c'est plus complexe, que c'est plus nuancé, que c'est plus relié aux lois du vivant, là, ça me parle beaucoup plus. Comme si dans ta vision, enfin, en lien avec les lois du vivant, il y a la spécificité, l'unicité de chacun qui est pris en compte. Quand tu disais, oui, les gens qui disent avec les enfants, il faut agir comme ça, dans les grandes lignes peut-être, mais finalement, il faut pouvoir descendre au cas par cas parce qu'un enfant, il aura besoin d'aller plus vite, moins vite, ou peut-être pas tout à fait dans le même angle. Et c'est là où toi, tu es à l'écoute de ça. Ah oui, moi, c'est ma base c'est la fondation par laquelle je suis rentré dans l'éducation en tant qu'acteur agissant, parce que j'ai aussi tout un bagage d'enfants, d'adolescents, d'adultes à l'université ou dans des programmes d'accompagnement. Et ouais, pour moi, c'est fondamental de faire une proposition individualisée. Euh, c'est, J'arrive même pas à concevoir qu'on puisse encore croire qu'en proposant un contenant et un contenu identique à un groupe de 2, 3, 40, 100 personnes, on puisse croire que ça fonctionne, sans Mm. regarder chaque cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des curseurs qui vont fonctionner en fonction des âges et tout ça, des petites règles un peu. Mais vraiment, ouais. C'est presque comme si je vois un culte à ça, parce que pour moi, en tout cas, c'est mon système de croyance, hein. Je n'ai pas de problème avec. Je suis allé à la fac en sciences de l'éducation, où parfois on était 800 dans un amphithéâtre face à une personne. Et c'était pour moi, mon expérience était prodigieuse, hein. L'enseignant était passionnant, etc. Mais si je devais là rappeler ce qui s'est passé dans le système des 800 autres Gugus là, qui étaient devant, je suis pas sûr qu'on ait vécu tous la même expérience, je suis pas sûr que c'était vraiment adapté. Il y a souvent une loi là que j'avais vue, une petite stat un peu cassante, que j'ai conservé d'ailleurs de ces années de sciences de l'éducation. C'est un chercheur qui s'appelle Serge Antibi, donc en éducation, et qui avait fait une étude. Alors, il avait envoyé tous ces jeunes enseignants-chercheurs faire des expériences, récolter des infos dans les écoles, tout type de classe, professionnelle, IME, donc avec des personnes en situation de handicap, général, primaire, collège, tous les systèmes. Et il a regardé du coup, comment ça se passait en termes d'efficacité, juste point de vue pur, hein, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? L'enseignement qu'il y a eu aujourd'hui, qu'il y a eu cette année. Et il a détecté qu'il y avait une constante qui revenait tout le temps, quel que soit le modèle. Et du coup, il a écrit un livre qui a fait un tollé parce que l'éducation nationale n'a pas trop aimé. C'était la constante macabre, il l'a appelé, qui disait qu'un tiers des élèves vont bénéficier du cours, un tiers des élèves vont s'ennuyer parce que c'est comme trop lent, et un tiers pour qui ils sont largués. Il y a toujours ce tiers, tiers, tiers. Et du coup, bah, Mm. moi, récemment, j'ai même d'ailleurs fait le lien avec justement quelque chose relié à la conscience collective, c'est qu'il y a trois types de systèmes de connexion à l'univers, on pourrait dire ça comme ça, c'est quand même beau. Et en fait, ces trois types de connexions, genre principaux qu'on a tous, mais il y en a un vraiment où on est un champion là, et ben si on est face à quelqu'un qui parle pas ce langage-là, ça va être plus challengeant pour nous. Si on n'a pas le même canal de connexion à l'univers que l'accompagnateur, l'enseignant, l'éducateur. Donc ça, comme c'est une chance sur trois, il y a des profs, on s'est dit, waouh, au collège, lui, il m'a fait aimer les maths, mais c'était pas les maths, c'était sa connexion qui nous a comme matché.
Et puis Mhm. l'année d'après, on change, on passe de cinquième à quatrième, et là, c'est la cata, les maths, et c'est juste l'enseignant. C'est le média, en fait, qui change. C'est fou, hein. Mhm. Ça se joue juste à pas grand-chose. Et moi, j'avais trouvé ça, du coup, assez effrayant. Donc maintenant, cette constante macabre, le terme du livre est quand même un peu costaud. Ça m'invite vraiment à prendre soin au moins en dehors de la grande diversité des gens, parce qu'il n'y a pas que trois types de personnes, hein, mais il y a quand même trois canaux de connexion à l'univers. Et à partir de ça, après, il y a toutes les singularités de chacun. Donc là, on peut s'amuser après avec plein de petits Mhm. réglages. Moi, c'est ce qui fait que j'ai pas l'impression, enfin, que j'ai l'impression que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais une sorte d'excitation à chaque fois que je me retrouvais face à quelqu'un, parce que je sais que ça sera toujours différent. Ouais. Ce qui me venait quand tu parlais de la fac, c'est que je me dis finalement, la faculté, c'est un transfert de savoir. Ça veut dire, quand tu dis il y a un enseignant et 800 personnes dans un amphi, il a, on va dire, le contenu d'un livre qui transmet à un autre. Ça veut dire qu'il a un savoir qui transmet. Alors que ce n'est pas de l'éducation. Et ce n'est pas de... Lui, il cherche pas à la fac ce type d'enseignement. Je veux dire, on remplit le contenant, c'est-à-dire qu'on met de la connaissance, mais il n'y a pas le soin que chaque personne qu'on va avoir en face de soi, on va en faire un être humain. Et j'ai l'impression que l'éducation nationale qu'on peut avoir ou dans la norme, on essaye de faire des gens instruits, mais on n'essaye pas d'en faire des êtres humains éveillés et conscients de leur environnement. Alors j'ai l'impression que ce que tu veux proposer dans l'éducation initiatique, justement, c'est prendre soin de l'individu et de le connecter au vivant autour de lui pour qu'il ait conscience d'être un élément en interaction avec le reste. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai collé éducation et initiatique. Mais pour moi, ça veut dire la même chose, dans le sens où pour moi, déjà l'initiation, je le dis parce que les premières fois que j'ai utilisé ce mot-là, même pour moi ou pour le vivre, j'avais comme l'impression que c'était comme un petit atelier, genre pour débutants. Venez à une initiation tir à l'arc, c'est genre on va faire notre petit truc là, et on se dit, bon, ça mange pas de pain. Mais le terme, quand on se relie à sa puissance, l'initiation, c'est vraiment vivre l'expérience et comprendre ce qui se passe. C'est vraiment l'expérience et la compréhension. Donc il y a l'expérience plus la connaissance, donc c'est quand même complet. Mais nous, on a l'impression que c'est un petit peu genre plus court, plus, plus, plus faible en termes d'impact, alors que pour moi, l'initiation, c'est vraiment quand on est allé au bout d'un processus initiatique, on a vécu un éveil de conscience. Alors que quand on n'a eu qu'un enseignement, comme à la fac, on a un peu plus d'instruction. On a une connaissance en plus, mais qui est quand même un peu froide. On l'a pas expérimenté dans notre chair, elle nous a peut-être fait waouh, mais voilà, c'est tout. Moi, la constante macabre, quand je l'ai entendue, j'ai fait wow, c'est fou. Ça m'a rendu comme un peu genre, ouais, l'éducation, c'est vraiment de la merde. 20 ans plus tard, je fais le lien avec mon expérience. Donc, ça peut prendre 20 ans, une initiation. Ça peut prendre une vie. Et puis, quand on n'a que l'expérience, c'est une petite dédicace aux gens qui ne pensent, qui... Ouais, c'est tellement un bel élan d'amour en même temps. Ils ont tellement plus envie que ça soit comme tu l'as dit là, on remplisse des cruches là des enfants qui sont comme des cruches qu'on remplisse, qui disent non surtout on dit plus rien aux enfants, ils vont apprendre par eux-mêmes, tout seuls dans la nature, tout seuls avec des jouets, tout seuls avec des machins, et ils ne vivent l'expérience. Mais est-ce que quelqu'un les guide à contacter l'enseignement qui est prodigieux, qui est derrière leur petite expérience apparemment anodine? Par exemple, un enfant là, il apprend à marcher, on n'a pas besoin de lui raconter. On voit qu'il est déterminé, hein. Il se cogne, il tombe, il se relève. Il va faire ça des centaines de fois. Avec des bleus, il va se cogner dans les coins de table, on les voit, oh, ils ont des gros macarons là. Et tout ça, ça va être une expérience qui va lui permettre de savoir marcher. Plus personne ne se pose la question là, quand on marche là. Mais ça vient d'un entraînement intensif, hein. Et puis un jour, en physique ou je sais pas quoi, on va nous expliquer la gravité, l'équilibre et tout ça. Et là, on va faire peut-être des liens. Ah, par exemple, moi, je me souviens encore quand un prof nous a dit, c'est fou, hein, je n'avais jamais repensé à ça, que quand on marche, l'humain, c'est un des seuls animaux, en fait, enfin, si on prend que le véhicule, pour se déplacer, il est obligé d'être en déséquilibre permanent. C'est-à-dire qu'il se laisse tomber en avant et il se rattrape avec une patte. Il se laisse tomber en avant. Quand j'ai fait le lien avec, évidemment, mon expérience de jeune
très petit enfant, évidemment que ça m'a comme frappé, que c'est quand même costaud, c'était quand même plus simple quatre pattes. Mais si on m'avait rien demandé, enfant, bébé, et que j'avais vu aucun adulte sur deux pattes, je Mhm. serais resté à quatre pattes. Donc j'avais besoin d'un guide, j'avais besoin d'enfants, de parents qui me disaient, allez, vas-y, tu tombes, c'est pas grave, je te mets un pansement. Et puis après que quelques années plus tard, une dizaine d'années, bah plus tard, on me donne quelques enseignements genre de gravité, de physique. Et aujourd'hui, j'attire l'attention sur les gens qui sont comme devenus allergiques au savoir. Ils ne misent que sur l'expérience. Et l'un ou l'autre, c'est comme deux extrêmes, quoi. Si on ne fait que de l'expérience, on va apprendre, mais au bout de combien de milliers d'années à Homo sapiens et compagnie pour qu'ils puissent mettre de la théorie sur l'art de marcher. S'il faut refaire tout ça, on n'est pas rendu. Là, il y a des gens qui ont fait le boulot, autant qu'on nous dise la leçon, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler l'expérience. Donc c'est quand même une alternance entre les deux choses-là. Puis quand on s'attaque quand on commence à comprendre deux, trois éléments reliés à l'éveil de conscience, on n'a même pas besoin d'avoir un enseignant parfois, ou on n'a même pas besoin de vivre l'expérience. Maintenant, il y a des gens qui montrent que par une sorte de voyage intérieur, ils vont avoir comme une expérience engrammée dans leur corps, mais genre, ils n'ont pas fait le truc. Je pense à l'alchimie, je pense à des... L'alchimie, c'est quand même un projet, quoi. Il faut transformer le plomb en or sur le principe, ça quand même, enfin, on va y mettre quelques gouttes normalement. C'est pas gagné. Eh ben, il y a des gens qui ont vraiment cette énergie alchimique par, on va dire, qui la vibrent sans l'avoir vraiment été dans la matière. Mais ce sont des alchimistes. Ils transforment les choses. Ils transmutent les choses. Bon, donc ça veut dire qu'on est. Ça, c'est peut-être l'humain qui sort un peu de ce paradigme que expérience, que enseignement, ou le combo gagnant expérience-enseignement. C'est l'humain un peu, on va dire, spirituel, quoi, qui, qui reconnaît que l'enseignement ou l'expérience peuvent venir d'ailleurs. Bon, là, ça devient un peu. On dirait que c'est un peu barré, mon histoire, mais il y a un truc un peu. Et, et toi, concrètement, qu'est-ce que tu proposes dans cette éducation initiatique? J'imagine que tu te sers pas mal du mentorat qu'on peut retrouver dans les Hmm. Child, pardon. Ouais, c'est pas grave. Ben, j'ai rencontré l'éducation en étant vraiment dans un bain qu'on appelait les pédagogies actives. Et les pédagogies actives, c'est les pédagogies qui remettent au goût du jour l'expérience. Euh, donc, l'enfant va apprendre que s'il fait l'activité dans son corps, ce qui est complètement, pour moi, juste, et ce qui est très relié au mentorat. Le mentorat Agiles, il va même plus loin. Il fait pas Montessori, quoi. Il met pas des petits trucs sensoriels pour apprendre à allumer une bougie, casser des noix, là qu'on voit dans les petites maternelles Montessori. Il dit les enfants dehors. La nature est suffisamment riche en stimulation sensorielle. Elle est même plus que suffisamment riche, elle est essentiellement riche, elle est essentielle pour permettre aux enfants de développer leur système nerveux, de voir des milliards de nuances de couleurs, de sentir toutes les choses dans leur corps. Bon, il y a des gens qui vont dire, oui, mais nous, on habite à Paris 15e, là, il y a un square avec un peu de boue, c'est tout ce qu'on a. Et puis, l'idée, c'est pas forcément de revenir. Il y a un truc un peu comme ça, alors pas dans le Hitchis, parce que le Hitchis, ils proposent comme une troisième voie, en fait. Il y a l'humain moderne, il y a les natifs, et l'idée, c'est pas de redevenir des natifs, mais pas de rester des humains modernes comme bétonisés, quoi. Donc, ils proposent comment dire, de vivre des expériences dans la nature pour réactiver des mémoires qu'on a dans notre corps. Ils appellent ça les attributs. Donc c'est très 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 beau, hein. Moi, je suis tombé amoureux du truc quand j'ai vu le film de Cécile, pour qui j'ai une pensée, là, Cécile Faulabert, qui a réalisé avec d'autres personnes le film L'autre connexion, une école dans la nature sauvage. J'ai rencontré Ingrid Bauer et Jean-Claude Catry, qui ont été mes mentors pendant 4 ans. Et en fait, mentor au sens mentorat et chill, pas mentor au sens les mentors qu'on met sur un piédestal là et qu'on regarde comme si on voulait être eux. Euh, il y a vraiment une guidance dans le mentorat qui est de l'ordre. Moi, ce que j'ai retenu du mentorat,
Shield, c'est une sorte de coaching un peu. Une sorte de coaching des enfants pour les mettre dans une situation où ils sont bien, leur proposer un contenu où ils sont bien, et de façon un petit peu cachée, comme des magiciens, là, on leur fait goûter des expériences un peu nouvelles, mais à leur insu, genre. On est un peu des Hmm. filous, quoi. Parce que l'idée, c'est justement, l'enfant, si on le laisse, là, c'est un peu, à mon avis, un des, un des, un des écueils de certains mouvements pédagogiques qui sont vraiment en crise avec le côté l'adulte intervient. Là, il y a vraiment une rupture, donc c'est intéressant. Moi, je ne me sens pas appartenir à ce mouvement, mais je le regarde, je l'observe, et je vois que les adultes, en fait, ils sont juste là à ouvrir un espace et les enfants font ce qu'ils veulent dedans. Très vite, on atteint nos limites. Il y a eu plein d'expériences déjà en 2 siècles de ça. Mais là, il y a le mouvement des écoles démocratiques, tout ça, où on voit les. Moi, il y a des gens qui viennent dans mes programmes qui sont dans des structures comme ça et très vite, ils déchantent parce que là, ça n'existe pas d'être totalement libre. Un enfant ne peut pas être totalement libre. Déjà, s'il veut monter sur un arbre, là, puis s'envoler comme un oiseau, on peut lui dire, vas-y, essaye. Il va avoir les genoux au niveau des oreilles, hein. S'il essaye vraiment de s'envoler de très haut, ça va mal se passer, il va se faire très mal. Il a la gravité contre lui, entre guillemets, ou avec lui. Et du coup, de lui faire croire qu'il est totalement libre, en fait, l'enfant, il va vivre des expériences comme un peu incroyables, et puis il va surtout chercher le soutien des adultes. Donc, il va faire, on va dire, des bêtises, comme pour dire, hey, vous pouvez nous mettre un cadre, s'il vous plaît? Et nous, on se dit, non, 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 non. Ici, on est dans un cadre démocratique, donc le seul cadre qu'on peut faire, c'est vous qui allez le décider ensemble. Et on les laisse un peu comme c'est intéressant parce qu'on stimule leur autonomie, mais il manque, en tout cas de mon point de vue, il manque un soutien conscient. Les enfants, dans mon système de croyance, ne sont pas conscients. Ils sont en chemin pour l'être. C'est intéressant parce que quand tu parles d'initiation, moi j'anime des cycles initiatiques pour les hommes. Donc il y a le Okay. mot initiatique aussi. Et pour moi, quelqu'un qui initie une autre personne, c'est quelqu'un qui a fait le chemin et qui a traversé la rivière. Tu vois, qui va te dire, OK, traverse par là, tu verras de l'autre côté, il y a un autre territoire, mais tant que tu n'as pas traversé, tu connais pas ce monde nouveau. Mais c'est pour moi, quelqu'un qui initie, c'est un peu un guide. Il a déjà fait le chemin, il peut guider les autres pour qu'ils puissent faire le chemin. Il peut pas le faire à leur place, mais il peut leur dire, regardez, si vous me suivez, on peut passer par là et vous allez vivre des expériences. Et je me dis que finalement, c'est la même chose parce que il y a quand même un cadre, il y a quand même une trame ou une direction. Quelqu'un qui guide un convoi, même s'il ne sait pas enfin, exactement où il va passer, il connaît la direction. Il sait qu'il emmène les gens par là-bas, quoi. Ouais. Et c'est ça que j'ai l'impression que tu dis. C'est comme si tu poses une sorte de cadre bienveillant qui n'est pas figé, parce que tu as envie d'emmener les enfants dans une certaine prise de conscience. Comme c'est ce que tu disais, un peu caché, ça veut dire que tu mets un cadre, puis une fois qu'ils sont bien, tu les sors un tout petit peu de leur cadre pour leur faire vivre une expérience auquel ils ne s'attendaient pas. Et là, ça va leur faire prendre conscience de quelque chose. Ouais, c'est C'est ça. ça? Ah, Mais je le fais pas, je le fais de moins en moins avec les enfants. Maintenant, je le fais avec les adultes parce que, comme tu le dis, il faut que les adultes ils vivent ça. Un des grands principes pour moi de l'éducation initiatique, c'est quand on propose un processus initiatique à un groupe, d'une part, comme tu l'as dit, on peut comme avoir déjà une grosse expérience initiatique derrière, une expérience, genre, on a un petit peu de vent, quoi. On a fait une expérience qu'on a en plus. Là, je reprends sur mon initiation de tir à l'arc, ou tiens, je vais prendre la permaculture, là, parce que j'ai quand même plus fait de permaculture que de tir à l'arc. Quand j'ai fait mon premier cours certifié de permaculture, à la fin du cours certifié de permaculture, on nous a dit, vous pouvez en organiser un. Moi, j'ai halluciné, je venais de vivre 10 jours je me disais, j'avais envie de partager parce que moi, c'est un peu mon truc. Mais je me disais quand même, c'est chaud, quoi. J'ai fait que 10 jours, là. Ce serait bien que je mette les mains dans le cambouis. Mais on avait aussi des ateliers pratiques. Et quand j'ai regardé vraiment la philosophie de Bill Mollison voilà, j'ai oublié son nom à l'autre, Holmgren, eh ben, ils ont vraiment mis ça dans le cœur du noyau de la permaculture parce qu'ils avaient foi en ce phénomène naturel que même moi, si je me lance, par exemple, là, je suis un peu fou, je manque d'humilité, je me dis, allez, je suis chaud, je viens de faire 10 jours et j'organise des stages, je me dis, je vais me faire mon petit business avec. Si ça marche pas, si c'est un peu tout naze, ce que je vais proposer, des gens vont venir, mais ça va me coller au pied après comme un chewing-gum si c'est pourri. Et du coup, je vais devoir. L'évolution fait ça, quoi. Il y a d'autres formateurs qui ont pris le temps, qui vont avoir plus le vent en poupe. Puis moi, mon petit bricolage là, un peu foufou, ben, va s'éteindre. Donc il y a vraiment l'idée,
On n'a pas besoin d'être un grand initié pour proposer des choses, mais on a besoin de comprendre un peu la mécanique. Et du coup, l'autre point, c'est que quand on propose un processus initiatique à quelqu'un, nous-mêmes, on va vivre un processus initiatique puisqu'on est en train de proposer un chemin dont on ne sait pas où ça va arriver. Donc nous aussi, on sait que ça va zouker, quoi. Et on ne sait pas vraiment où on va. On a un peu d'expérience. On se dit, comme je te disais tout à l'heure, ça va être nouveau. C'est des nouveaux gens. Donc ceux qui se cassent le plus les dents et qui font d'ailleurs souvent où il y a des gros accidents, c'est parce que justement, ils ont tellement eu d'expérience qu'ils oublient que eux aussi, là, ils sont avec des humains et que le processus, il est vivant et qu'aujourd'hui, en 2023, le 9 décembre, même si j'ai fait ça pendant 10 ans, c'est encore un nouveau contexte, des nouvelles personnes. Et même si c'est le même groupe, il a évolué. Donc, c'est vraiment spécial, hein. C'est vraiment le truc, c'est vraiment le cycle du vivant. C'est comme s'il n'y avait pas de cases, mais qu'il y a juste des phénomènes comme des cycles à essayer de capter pour s'en inspirer. Et même ces cycles, d'ailleurs, des fois, bah, il y a des passages qui sont sautés. Il y a des gens, ils font pas tout le cycle. Ils prennent des raccourcis. Donc, c'est pas mathématique au sens petit 1, petit 2, petit 3. Moi, pourtant, j'adore ces trucs-là, hein. Les protocoles, j'adore ça. Mais j'ai vite compris que ça pouvait pas fonctionner que comme ça. Et c'est ce qui fait la beauté d'ailleurs de la vie. Si on aurait on aurait tous les chênes pubescents se ressembleraient, tous les petits garçons de 4 ans se ressembleraient, si c'était tout le temps aussi mathématique en fait. Donc moi je trouve ça passionnant. Ouais. Il y Et, a une autre, il y a une autre chose que j'ai noté en t'écoutant, un autre truc que j'ai quand même envie d'en parler parce que je vais faire court, c'est que dans les mouvances un peu éducatives, un peu récentes, en fait, qui s'inscrivent souvent dans un élan de proposer quelque chose d'alternatif ou de contre ce qui est critiquable, comme par exemple là, on a tous l'expérience d'avoir été traumatisé de certains cours. Du coup, des gens qui se disent plus jamais ça pour mes enfants ou pour les autres enfants, ils sont comme un peu militants. Ils ont et il y a un postulat militant là qui nous fait croire, qui m'a fait croire pendant qu'on apprend en rigolant par le plaisir. Genre par le jeu, par exemple. Moi, on m'a vendu ça, quoi. J'ai mangé il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit ludique. Et puis du coup, quand c'était ludique, il y avait quand même la souffrance de perdre des fois. Parce que quand tu perds un jeu, ben t'as perdu quand même. Donc après, on nous a dit non, non, on va arrêter les jeux où il y a une compétition, on va faire que de la coopération. Tu vois, on était comme allergique à la douleur. Et en fait, le processus d'éveil de conscience passe exclusivement par un inconfort, une douleur, une souffrance. Et plus la souffrance est haute, plus on la dépasse, plus l'éveil de conscience il est costaud. Plus on apprend, quoi. Alors là, il y a des gens, ça va les stresser. Et je m'en excuse, mais vraiment, je suis prêt à en discuter très calmement. Parce que même des fois, c'est déguiser ce truc de souffrance. On déguise la souffrance en la rendant un peu funky, la fun. Même un jeu vidéo, quoi, un enfant qui joue à un jeu vidéo, là, on en voit des fois, on les voit sur YouTube, ils sont en train de jouer, ils cassent leur manette parce qu'ils ont raté leur truc. Ça vient bien d'une souffrance. Ils ont raté, donc de colère, ils gèrent pas leur émotion, et bim, ils pètent la console, là. Et du coup, ben, ils se disent, bon, ben, plus jamais je la relance parce que j'en ai plus. Mais du coup, c'est aussi cette répétition, là, comme quand on apprend à marcher et qu'on a mal en tombant, ça va nous donner l'élan du goût de l'effort pour dépasser l'obstacle. On a besoin d'obstacles et on a besoin de se cogner dedans pour apprendre. Toutes les personnes qui me disent encore droit dans les yeux, non, c'est faux, c'est le plaisir qui nous fait apprendre, je, je sens que c'est pas du tout mon système de croyance, voilà, donc je dépose ça. Je dis pas que j'ai la vérité, mais en tout cas, mon expérience m'a montré ça et j'ai comme l'impression d'avoir compris tout un tas de mécanismes. C'est comme la guérison, quoi. Pour guérir d'une maladie, de quelque chose, bah, il faut bien qu'il y ait une maladie, quoi. Il y a bien quelque chose qui nous dit qu'il y a un problème. Et là, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai une sinusite. Eh ben, si je creuse la question, je vais comprendre. Et puis, je vais peut-être m'engager. Et puis, je vais peut-être accepter aussi pourquoi elle est là. Et là, bim, d'un seul coup, la sinusite, elle est partie. Mais il fallait que j'ai une sinusite pour me dire, dis donc, Coco, il faudrait peut-être arrêter tes bêtises, quoi. moi, j'ai C'est un peu récent là, parce que je sors d'une sinusite. Voilà. moi, j'ai l'impression, pardon, dans ce que tu partages, que on confond un peu de deux choses. On peut avoir envie d'apprendre par passion, parce qu'on aime quelque chose, donc ça nous fait du bien. Mais
quand tu parles d'inconfort, moi j'ai l'impression qu'on parle plutôt d'évolution. Ça veut dire qu'on va vouloir évoluer par inconfort parce que la situation ne nous convient pas ou elle est douloureuse. Donc on a envie d'évoluer, on a envie de la transformer et que c'est différent d'apprendre parce qu'on aime une matière. Par exemple, on est passionné d'une matière, donc on va l'apprendre avec facilité. Ça va limite être du jeu et on va se plonger dedans. Mais par contre, quelque chose qui est inconfortable, ça va nous pousser à nous transcender d'une certaine manière. Mm. Et c'est aussi un apprentissage, mais qui est différent. Et j'ai l'impression que les deux peuvent être là, mais ils n'ont pas la même, comment dire, le même sens ou la même intention. Mm. C'est-à-dire qu'il y en a, on se remplit parce qu'on adhère, et l'autre, on évolue parce on veut se séparer d'une structure qui est souffrante d'une certaine manière. Mm. Et c'est Quand peut-être on... là Ouais, les incohérences qu'il y a pu avoir entre non, il faut apprendre dans le jeu ouais, Hmm. ouais, ouais, c'est sûr. Mais tu vois, ça me parle bien ce que tu partages. Quand on est curieux, par exemple, je découvre le ukulélé. Ah, quelqu'un qui joue du ukulélé qui me fait essayer trois accords. Je me dis, c'est trop facile par rapport à la guitare où j'avais mal aux doigts, j'ai essayé. Mais ça m'attire parce que c'est plus accessible, mais je vais quand même un peu jongler à apprendre. Il va falloir que je m'entraîne. Si c'est pas parce que là, d'un seul coup, je trouve ça cool que je vais être un virtuose direct en 5 secondes. Mais du coup, il y a comme un petit truc qui me dit, ah, par rapport à la guitare, c'est quand même plus fun. Enfin, en tout cas, ça fait moins mal. Mais peut-être que je vais devoir passer par le ukulélé pour après me dire, peut-être que la guitare, ça passe. Donc, c'est comme c'est pas lié. En fait, il y a des gens, ils peuvent passer de rien du tout à guitare. Puis il y en a, ils vont passer par plein de petites marches qui va les amener ou pas à la guitare. Mais de toute façon, la curiosité, c'est quand même intéressant ça, parce que c'est comme inscrit en nous pour survivre. Mais nous, notre évolution de conscience, elle est vraiment reliée à ça. Et, et du coup, il y a vraiment cette curiosité, elle est comme inscrite dans nos gènes. Il y a une chose que je peux dire, c'est qu'en fait, tout ce que nous, on fait comme travail, c'est ce que nos enfants vont en bénéficier. C'est comme acquis pour eux. Et tous les trucs qu'on n'a pas réglés aussi. Donc, si moi j'ai une petite Hmm. maladie bien chiante que mon grand-père avait, que mon père avait, et que j'arrive pas à me débarrasser, que je meurs de ça, je file le bébé enfin, je file le bébé. Je file le dossier à mon fils. Et ce qu'on appelle l'hérédité, quoi. Mais tout ce que je vais aussi, moi, comment dire, dépasser, éveiller, mes enfants n'ont pas besoin de j'aurais comme débroussaillé le chemin, quoi. Ce sera plus facile, ils vont pas se prendre les ronces dans la face. Mais eux, je vais fatalement m'arrêter à un endroit. Et du coup, eux, ils vont devoir faire leur job aussi, avancer un peu plus loin. C'est comme un débroussaillage. Et ça, c'est inscrit en nous. Donc, on est prêt à aller dans les ronces. Mais on nous fait croire qu'il faut que du fun. Non, non, mais quand tu vois Hmm. un buisson de ronces, là, tu as envie de prendre le chemin. Tu n'as pas envie d'aller dedans. Sauf si tu te dis, tiens, de l'autre côté, il y a des bonnes mûres bien sucrées, des champignons à manger. Bon, bah là, on se met en équipe, il y en a un qui tient, enfin, on essaye de passer dedans, ça va piquer un peu les cheveux. Mais à la fin, waouh, on a les trompettes de la mort, là, on a le banc, on a vraiment on a la vie, on a la récompense. Et ça, c'est Hmm. dans l'apprentissage, c'est la même chose. Et le jeu, pour moi, c'est ni plus ni moins que de transformer l'effort en quelque chose euh, qui, qui active un peu la dopamine en nous. Donc c'est très bon. Mais si on ne fait plus que jouer, les enfants, ils sont comme addicts à la dopamine, un peu comme quand on scrolle, là, tu sais, Hmm. algorithme qui te dit, et ça s'arrête jamais, tu peux essayer d'aller au bout. Ça marche pas. Du coup, et là, tu te dis, eh, mais ça fait 1 heure et demie que je regarde des merdes là. C'est passé très vite, tu vois. Et ça, c'est la dopamine on est en, comment on appelle ça? Intoxiqué. On est comme enseveli par cette hormone. Du coup, notre plaisir, il est comme Hmm. permanent. Et puis, du coup, on n'a pas envie d'en sortir. Mais on sent quand même Euh, que c'est pas bon. Pardon. Ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que j'ai l'impression, tu vois, quand tu parles de scroller, où justement on, on habitue notre cerveau à avoir un shoot de dopamine alors qu'on ne fait rien concrètement. Alors qu'avant, la dopamine, c'est quand on réussissait quelque chose. Enfin, même avant, même toujours. Tu vois, il y a des fruits en haut de l'arbre, on monte en haut de Ouais, l'arbre parce qu'on a réussi à avoir ce fruit-là. Notre cerveau nous crée de la dopamine, on a réussi l'objectif. ça. Et, euh, et donc, on fait quelque chose de concret dans la matière. Là, maintenant, on est piégé parce que notre corps nous informe que de la même chose, sauf qu'on n'a rien réussi. Est-ce que justement,
l'éducation initiatique, tu passes par le fait de proposer une expérience pour avoir une expérience en commun, et même mais pour vivre une expérience. Tu vois, j'imagine que des enfants où tu leur apprends à faire du feu à partir je sais pas, d'un bout de bois, d'un silex, et ils vont vivre l'expérience. Déjà, ils vivent l'expérience en commun, ensemble, et surtout, ils se sont appropriés l'expérience. Ça veut dire que concrètement, ils n'ont pas regardé sur un écran quelqu'un qui faisait du feu, mais ils l'ont réellement fait. Et je me dis, c'est ça aussi. Enfin, je me dis peut-être que c'est faux, mais je te pose la question. Est-ce que justement, c'est dans ce sens-là, l'éducation initiatique, c'est d'apprendre aux gens à vivre une expérience pour se la réapproprier, pour s'en nourrir et pouvoir, comment dire, qu'elle laisse un impact à l'intérieur d'eux pour amener autre chose. Ouais, merci de prendre cet exemple parce qu'en plus, c'est un sujet que j'adore, le feu. Pourtant, je suis pas un expert de l'allumage en toutes conditions et compagnie, mais je trouve que la symbolique, elle est très belle. Ça ne veut pas dire que j'ai la conviction qu'il faut qu'on apprenne tous, dès le plus jeune âge, à prendre un feu, à allumer un feu par friction. Mais on voit la fascination des enfants pour le feu, hein. Il suffit de voir un gâteau d'anniversaire, là, ceux dont c'est pas l'anniversaire, ils sont quand même tristes de ne pas souffler sur les bougies. Donc ça, déjà, on peut les détendre en leur proposant d'allumer et d'éteindre des bougies. S'ils font ça, genre 5 minutes tous les jours, au bout d'un moment, ils vont se détendre avec ça. Ouais. Mais nous, on leur interdit parce que le feu, il y a un côté un peu fascinant, mais aussi dangereux. C'est ça que j'aime bien dans le feu. C'est que waouh, avec ça, je peux devenir le maître du monde, mais en même temps, je peux mettre le feu à la maison. Donc c'est quand même faire gaffe. Et du coup, il y a quand même une humilité face à c'est un élément, quoi, hein. C'est un élément hyper puissant. Euh, ça enseigne une humilité, mais pour que cette humilité soit enseignée, il faut qu'on ait une pratique avec lui. Si on nous montre que des vidéos, attention, le feu c'est dangereux, attention, le feu ci, attention, le feu ça, attention, allumer un feu comme ci, attention, le jour où on se retrouve devant un poêle à bois, là, moi, il n'y a pas besoin d'allumer un feu, hein. Tu parlais du bois de l'utopie. Moi, Philippe, il m'a raconté qu'il y a des intervenants qui arrivaient le matin, ils n'avaient jamais allumé un feu dans un poêle à bois. C'était le cauchemar pour eux. Mais non, mais ils ont froid, ils accueillent un groupe dans 1 heure et ils enfument la pièce, ils savent pas faire. C'est très initiatique, ça. Ah oui, ils vont vraiment vivre une expérience douloureuse. Ils vont devoir appeler Philippe, qui va leur dire, non, mais là, si j'allume le feu, ça va quand même commencer à être pénible. Il va falloir que je vous fasse une petite formation. Mais il y a des gens qui ne savent pas allumer le feu. C'est une réalité, là. On appuie. Maintenant, on a nos smartphones qui nous mettent le 19 degrés dans toute la maison avant qu'on arrive chez nous. C'est pas grave, hein, ça. C'est très bien parce que du coup, on gagne énormément de temps. Moi, j'ai pas de problème avec la modernité, en fait, hein. Pour moi, l'apparition du feu, c'est une modernité. À partir du moment où le feu est arrivé dans nos vies, là, ah bah disons, on a commencé à se détendre et la conscience a pu émerger. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est importante pour moi. Pour prendre conscience, il faut être en confort. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas vécu une expérience un peu douloureuse avant, inconfortable. Mais pour que les personnes là, qui n'ont pas réussi à allumer le poêle à bois, ils comprennent ce qui s'est passé, c'est pas 5 minutes avant que leur public y débarque là. C'est OK, je te l'allume, regarde comment je fais, et demain on se retrouve. On se fait d'ailleurs, il y a elle et lui là, qui n'arrivent pas, on se fait un petit groupe et je vais vous montrer comment on peut faire. Et vous allez essayer, mais vraiment en confort. Et là, vous allez prendre conscience de plein de trucs. Mais en stress, on ne va pas y arriver. Quand on est dans l'inconfort, donc par rapport à ça, ouais, moi je m'inscris vraiment dans le fait de m'appuyer sur les expériences. Et ce qui me. Plus récemment, je me suis rendu compte, j'arrive à créer un peu le contexte qui crée l'expérience, mais je ne suis pas un champion pour ça. Je connais des gens là vraiment, où ils créent des contextes où les gens vivent des expériences au contact de la matière vraiment fortes. Moi, je suis plus, en tant qu'Éric, hein, là où j'ai vu mon rôle évoluer, c'est que moi, je suis plus présent pour faire naître la prise de conscience. C'est-à-dire, Hmm. qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, là, on va prendre l'exemple de l'allumage du feu par friction. L'allumage du feu par friction, donc c'est avec 2 morceaux de bois, un archet. On a tous peut-être cette image-là, qu'on a vue là, je ne sais plus comment ça s'appelle l'émission, tout le monde me dit ça, de survie, là, je ne sais plus. Bref, en tout cas, quand on vit ça, on va déjà vivre, on va être fasciné, on a envie d'y arriver, quoi. On se dit quand même, c'est quand même plus classe qu'avec un briquet, certes. Donc on va déjà se cogner la confrontation à la matière de trouver le bois. Quel bois? De le tailler, de se couper, peut-être. Et puis même à un moment donné, on va réussir à faire notre première braise. Ouh!
Et puis un jour, là, il y a tout le monde qui est en cercle autour du feu qui n'est pas allumé. Et on dit, bah, tiens, Eric, tu veux pas allumer le feu par friction, c'est quand même beau. Et là, j'ai beau l'avoir fait 2, 10, 100 fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça fume, j'en prends plein les yeux, ça devient noir, tout le monde commence à se cailler. Euh, il se passe quelque chose, tu vois, à l'intérieur de moi. Je me dis, ouh, il y a un petit doute, un petit doute qui s'installe. Et bien, cette histoire-là, on pourrait croire que on pourrait l'expliquer de plein de façons. Mais ça va être intéressant. Donc ça, c'est le deuxième point, on vit l'expérience, que je partage mon histoire, que je partage mon expérience. Ça, dans le Chills, c'est très présent. On ne demande pas assez aux enfants d'expliquer, de raconter ce qui leur est arrivé. Dans la matière, mais émotionnellement aussi. Parce qu'on a oublié l'émotion depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'expérience et l'intellect. Il y a l'émotion qui est au milieu qui fout le bazar. C'est pas dual, hein, c'est trinitaire, hein, en fait, notre histoire. Il y a l'expérience, il y a l'émotion que ça génère. Waouh, comment je me suis senti puissant. J'ai réussi à faire un feu dans la nature. Ou c'est la merde, tout le monde se caille. Tu vois, il y a vraiment une émotion là qui m'envahit, qui me donne un message, mais qui quand même, qui signale qu'il y a un message. C'est le bip du signal sonore, tu vois, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis après, il y a la prise de conscience. Ok, j'ai compris pourquoi ça n'a pas fonctionné ce soir-là. Et là, ça nous ramène à notre état de personne en chemin, en fait, de conscience. En chemin, que c'est jamais fini, quoi. Ça calme un peu. Chez les natifs, là, quand on a une vingtaine d'années, dans le cycle du Heichis, là, il y a un moment, là, le Heichis, c'est une modélisation des cycles du vivant en prenant appui sur des énergies qui reviennent systématiquement, tout le temps. Et c'est la course du soleil, quoi. Donc, on pourrait prendre les points cardinaux. D'ailleurs, c'est les points cardinaux qui sont nommés. Nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest, nord, nord-est, et ça continue. Quand on arrive dans notre vie après l'adolescence, là, après l'adolescence, le problème, c'est que l'adolescence, vous allez me dire, en ce moment, c'est un peu allongé, ce n'est pas faux. Mais en tout cas, après cette période d'adolescence, on va comme avoir l'élan d'avoir des grosses responsabilités, d'être comme un pilier du groupe auquel on appartient. Donc c'est là souvent qu'on peut fonder une famille ou qu'on va avoir des responsabilités, qu'on va peut-être devenir éducateur, j'en sais rien. On va avoir vraiment des responsabilités. Adolescent, non. Adolescent, on réclame des responsabilités, mais on veut que le plaisir, on veut pas les contraintes. Donc on est un peu moins fun, c'est un peu moins fan, pardon. Et à ce moment-là, chez les natifs, donc à ce moment post-pubertaire, on fait vivre un nouveau rite de passage qui est très en face la naissance. Si on regarde la roue du Heichi, la naissance, elle est entre le nord-est et l'est. Donc c'est vraiment en face, le sud-ouest. Et on le fait, hein, on commence à les revivre, ces rites de passage. Pour les hommes, on appelle ça la quête de vision. Et pour les femmes, on appelle ça la quête de guérison. Alors il y a des femmes qui font la quête de vision aussi, bon bref. Ça c'est... Les Occidentaux, là, on s'approprie un peu le bazar comme on peut. Mais la quête de vision, l'idée, ou la quête de guérison, c'est de dire à cette jeune personne, il faut imaginer, elle a passé comme 20 ans dans la nature et sait tout faire. On va lui proposer de vivre une petite expérience qui va faire naître énormément l'humilité en elle. On va la mettre hors de la communauté, dans des conditions de survie quand même costaudes. Souvent, il n'y a pas à manger, ou il n'y a pas à boire, ou il n'y a pas les deux, ou il y a les bêtes féroces qui sont autour et qui tournent. Tu vois, dans des pays où il y a des bêtes féroces, hein, un peu prédatrices. Et là, elle va vivre une expérience très délicate, comme un état modifié de conscience qui va lui faire peut-être contacter quelle est sa mission de vie. C'est un passage un peu costaud, mais en même temps, c'est comme la naissance. C'est la deuxième naissance. Il y a la naissance du corps, puis là, c'est la naissance de la conscience. Ça y est, je sais à quoi je sers. Bon, il y a des gens, ils meurent en se disant, bah, je ne sais pas trop à quoi j'ai servi de nos jours, parce qu'on manque cruellement de repères comme ça. Mais les natifs, ils avaient ça pour survivre, quoi. Ils se disaient à un moment donné, tous les petits gars, là, venez voir, on va vous mettre dehors, chacun dans un bout de forêt. Et puis, ceux qui ne reviennent pas, bah, ils ne reviennent pas, hein. C'est l'esprit du puma qui les a pris. Donc ça, c'était quand même... Il y avait des gens qui ne revenaient pas de la quête de vision. Maintenant, vous ne faites pas ça, hein. C'est là, vous allez aller en tôle. Mais c'est normal on n'a plus envie de vivre ça, en fait. Mais en même temps, moi, j'ai participé à une quête de vision avec Charlie et Gillivan. Il y a quelque chose de cet ordre. Bon, je l'ai vécu à une quarantaine d'années, mais il y a quelque chose de cet ordre. Ça m'a comme permis
de sentir quelque chose qui a comme une prise de recul, quoi. J'étais là, mais au fait, ça sert à quoi, là? Ah, 3 jours, là, ou 3 nuits sans manger, sans boire, enfin, si je pouvais boire, dans un endroit que je pouvais pas quitter, c'était quand même costaud, quoi. Et après, il y a eu toute l'histoire qui est arrivée. Donc, l'expérience, je l'ai racontée. Eux, ils ont utilisé le miroitement comme outil pour me montrer à quel point ça me mettait en lumière qui j'étais. C'est quand même un outil un peu qui expresse, hein, le miroitement. Pour ça, moi, je lui rends grâce. Il nous permet vraiment d'aller contacter vraiment nos plus belles forces. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, bah, c'est pas fini. En fait, ça commence juste. Et ben maintenant, j'y vais. Mais je vais revivre encore. C'est un peu comme apprendre à marcher. Je vais apprendre à mettre ma vision en place. Et bim, mur. Et bim, coin. Et bim, je tombe. Et à chaque fois, je me relève ou pas. Mais en tout cas, il se passe de... Et donc, l'émotion, j'en ai pas parlé, mais elle est vraiment nécessaire. Le sentiment qu'on va percevoir en nous, il est important que la personne, elle le dise, elle l'exprime, elle le sorte. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis content qu'on vive dans une époque où on dise aux enfants d'exprimer leurs émotions. Enfin. Parce qu'avant, on nous apprenait plutôt à les bâillonner. Bon, maintenant, tu vas me dire, on les dit peut-être trop, parce qu'il y a toujours un petit peu des... C'est-à-dire qu'il y a plus... c'est l'émotion qui gouverne maintenant, des fois. Je suis triste, donc on ne fait plus rien. Ah bah non, tu es triste, tu es en deuil, donc tu te mets là-bas, puis tu fais ton deuil. Mais nous, on va continuer de vivre, si tu veux bien, parce que c'est un peu long sinon pour nous aussi. Ou j'ai peur, donc personne ne bouge. Ah ben non, toi tu as peur, tu peux rester là, mais nous on peut continuer. Tu vois, l'idée c'est vraiment d'accueillir l'émotion chez l'individu parce que c'est un Hmm. message qui dit des choses sur elle et sur sa singularité la plus lumineuse. Donc c'est vraiment quand même important. Donc son expérience, son émotion, et après l'enseignement, il va être facilité, et toi tu l'as dit, en tout cas dans mon système de croyance, par la personne qui facilite, ça c'est quand même le moins pire, mais le top, par le groupe. Tout le groupe est encouragé à regarder Ludovic, là, qui a vécu une expérience traumatique. Il nous raconte tout. Et c'est pas juste Maître Yoda qui va dire Ludovic, est-ce que tu es allé de l'autre côté, là? Ça, c'est la vision un peu ancienne. C'est les grands maîtres, là, qui nous guident. Mais ils sont plus beaucoup, hein. Donc, faire la queue. Sinon, il y a tout le groupe qui peut comme s'engager à nous soutenir. Ça fait du bien et ça nous ramène aussi à ces élans un peu communautaires qu'on a. On sait qu'enfin, on a une équipe qui va nous soutenir dans la douleur. Pas juste à éteindre la douleur, mais à nous la faire transmuter. Peut-être aller un peu loin là, mais bon. Est-ce que justement, c'est pas la nouvelle conscience qui arrive de la conscience qu'on est tous reliés? Parce que je vois que toi, tu accompagnes les gens justement à être en lien les uns aussi avec les autres, à prendre conscience bah, de leur état émotionnel, de l'expérience qu'ils ont de ce qu'ils ont vécu, je veux dire, de pouvoir renommer ce qu'ils ont vécu. Mais justement, est-ce qu'on ne rentre pas pour toi dans une nouvelle ère de, j'allais dire, de conscience collective, sans perdre notamment son individualité, mais est-ce que c'est pas le défi actuel de prendre conscience qu'on est un dans un ensemble et que l'ensemble ne peut pas fonctionner si on n'est que tout seul chacun de notre côté, que c'est un paradoxe de trouver son individualité au milieu du groupe tout en étant avec le groupe. Ouais. Moi, je crois que ça a toujours été là, puisque du fait qu'on est des êtres sociaux. On serait des renards, tu vois, ça serait pas là. Le renard, il est tout seul, il vit, il y a un territoire avec un autre renard à côté. On se rencontre des fois entre voisins, on se toise et puis on s'écarte. Mais du fait qu'on ait quand même vécu en tribu et qu'on est des animaux sociaux, on a toujours eu cet élan d'être ensemble. Mais effectivement, l'ère qu'on est en train de vivre là, de te nommer cette ère, on entre. Moi, je m'appuie sur les cycles du vivant, donc je m'appuie aussi sur les cycles astraux, et ça fait partie du vivant en fait. Nous, on a une petite tendance un peu planétocentrée là. On dit c'est la Terre qui va bien, qui va mal, nanani, nanana. Mais il n'y a pas que la Terre, quoi. Il y a tous les phénomènes autour, macro-phénomènes en fait, qui influencent la Terre. Donc là, ceux qui sont déjà stressés quand on dit que la Lune, par exemple, a des incidences sur le jardin, ce que je vais dire, ça va un peu les stresser encore plus. On a vraiment des constellations, des forces astrales qui nous influencent. Et c'est pas pour rien si en ce moment, on est vraiment chaud du groupe, quoi.
on a très envie d'être en groupe, là. La gouvernance partagée, les écolieux, depuis le communisme, hein. Bon, c'était quand même un peu, c'était les premières bases, c'était costaud, mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers quelque chose, tu l'as nommé, en tout cas, moi, je partage ça, une conscience qui est collective. Et ça, pour moi, c'est conjoint, de ce que j'ai compris, à l'entrée dans l'ère du Verseau. Alors que l'ère d'avant du Poisson, on avait besoin de guides. On avait besoin d'un prophète qui nous dit c'est par là, et on y allait tous en marchant, en suivant, mais on comprenait pas, mais on savait que lui, s'il nous disait c'est quand même mieux d'aller là-bas. Maintenant, ça, juste d'avoir un guide là, ou à quelqu'un, moi je fais des cercles des fois, et il y a des gens qui se positionnent dans le cercle. Oui, je suis un éveillé. Ok, donc j'écoute, ça me fait un petit truc à l'intérieur de moi. Je dis qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des gens qui ont l'impression là d'être comme connectés à Dieu directement là, ou à je sais pas qui. Je dis Dieu au grand tout, à la lumière. Et puis ils se positionnent comme un peu sachant au milieu du cercle. Et eux, ils ont la vérité, et nous, en fait, on est des petits Jedi. Ça, ça nous stresse. On n'est plus prêt à avoir ce genre de choses. Alors, il y a des gens là, ci, ils vont chercher des enseignants à différents endroits. Moi, j'ai besoin de facilitateurs, mais j'ai vraiment pris conscience qu'à la place d'un facilitateur, j'ai besoin surtout d'un groupe. C'est un des principes de l'éducation initiatique, engagé, un groupe de personnes où chacune personne est engagée à travailler sur elle et à soutenir chacun des membres du groupe dans son chemin, quelles que soient les bêtises qu'il va faire. Imagine que quelqu'un là vit un drame là, il est dans un cercle, il a bu un verre de trop, il a eu un accident de voiture et il a tué une famille. Et il est dans son cercle là et il balance ça. Ça va être costaud, hein. Ça va vibrer là. Il y a peut-être moi qui va me dire purée comme mon oncle qui est mort tragiquement comme ça à cause de quelqu'un qui avait trop bu, je vais peut-être ressentir quelque chose de très puissant qui va m'envahir. Mais si je suis engagé en me disant vraiment, là c'est une épreuve que lui il vit déjà, que cette personne vit, et que moi je ne peux pas juste lui dire vraiment t'es qu'un con, t'aurais pu juste pas boire, tu vois. Ça serait quand même un truc un peu facile de le juger. Et je vais devoir travailler sur ma propre souffrance qui est en écho avec la sienne, de me sentir plutôt relié aux victimes, alors que lui il se sent plutôt relié aux coupables. Et on va travailler ensemble, avec le groupe, à sortir de cet état émotionnel pour en comprendre la beauté. Et ça se fait pas en 5 secondes. J'ai pris exprès un truc un peu trash, mais ça se fait que dans un cadre où tout le monde est. Quand je dis engagé, c'est pas. C'est comme pour le meilleur et pour le pire, là, tu vois. C'est vraiment aussi pour le pire. Il y a un truc costaud. Et moi, là, c'est nouveau, ça. Je le vis maintenant depuis 2 ans, mais depuis 2 ans seulement. Avant, il y a des choses que je taisais parce que j'avais peur qu'on me mette au banc, qu'on me mette, parce que je me disais, si je dis ça, en fait, je vais activer plein de colère ou plein de peur ou plein de machin ou plein de trucs. Et du coup, j'étais comme pas moi-même, donc je pouvais pas grandir non plus. C'est comme si je cachais une part de moi. Et bien, à partir du moment où j'ai pu dire quelque chose totalement en vérité, tu m'as dit que tu allais avoir Cristallin donc, en interview, donc je ne vais pas spoiler, mais moi, je reçois les enseignements dans l'e-reçoit avec lui. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a fait vraiment du bien, c'est de me dire que si c'est pas lumineux et pas beau, c'est que c'est pas véritable. Si moi je suis vraiment en colère et tout, vraiment, et que c'est vilain et que ça nous divise, c'est que c'est pas correct. C'est que j'ai encore à travailler quelque chose. Et du coup, ça, bon, bah, c'est un long enseignement, tout le monde est pas OK avec ça, hein. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire la paix tous ensemble, quoi. On voit bien qu'en ce moment, la paix, c'est pas universel, hein. Et pour moi, l'éducation initiatique, c'est une éducation au service de la paix. C'est ça le lien entre humains, quoi. C'est-à-dire, tu viens, tu fais pas ce que tu veux, hein, mais quand tu vas nous raconter tes problèmes et tu vas nous raconter tout ce que tu as fait de réussi ou de mal, ou de pas accompli, on va pas te juger. On va essayer de soutenir ton élan, mais il y a des règles, hein. C'est pas freestyle, tu vois. Tu dois t'engager, donc ça veut dire que tu dois aussi progresser, tu dois C'est comme un programme dans lequel tu rentres et tu te dis, bon, va falloir que je grandisse maintenant, j'arrête mes bêtises, parce que nos histoires, là, on les répète sans arrêt dans nos vies sinon. Et les enfants, ils ont besoin d'avoir des adultes comme ça, engagés. Mais ils n'ont pas besoin qu'on leur explique tout ça, là. Ils ont besoin de vivre l'expérience, comme tu disais.
mais avec des adultes vraiment en chemin, alignés et en équipe. En chemin aligné, en chemin d'alignement, hein. Loin de moi l'idée de dire qu'on est aligné, mais de vraiment être engagé sur un chemin de conscience, avec la conscience que ça va être dur, avec la conscience qu'on va souffrir. Tu vois, dans le christianisme, on dit porter sa croix. Voilà. On porte sa croix, mais on a choisi que ça soit joyeux. Ça va, toi? Oui, c'est dur. Et moi aussi. Et voilà, et on avance ensemble. On monte la colline, là. C'est un peu lourd quand même. Bah, change d'épaule. Ah oui. OK. Moi, ce que j'entendais tout à l'heure par un peu conscience collective, Ouais. c'est la responsabilité aussi, quoi. Quand tu disais tout à l'heure, oui, en fait, il faut qu'on prenne conscience que il faut qu'on travaille chacun sur... Finalement, on travaille tous sur nous, mais c'est prendre la responsabilité du chemin que j'ai encore à accomplir et pas à juger l'autre ou à, tu vois, comme tu prenais l'exemple tout à l'heure, ben, tu as écrasé quelqu'un en voiture, oui, je peux être en colère, mais je peux pas lui jeter la pierre à lui parce qu'il va réveiller ma colère, qui en plus a rien à voir avec mon Mm. histoire. Parce que c'est pas moi qui l'a écrasé, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Mais à mon avis, quand je parlais de mouvement de conscience collective, c'est vraiment ça, c'est que conscience que c'est à chacun de prendre la responsabilité de son intériorité, de ce qu'il aimait, de comment ça vient le bousculer, quoi. Ouais. Tu fais Ben, quelque chose, ça te met en colère, c'est ok, c'est quoi la colère qui est là, mais des fois l'autre, hmm, c'est même pas en lien avec la colère qui sort de moi, quoi. mm. Et je peux pas juste l'exprimer sur quelqu'un, c'est de se dire ok, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle C'est vient me très beau. raconter? C'est très beau ce que tu as dit parce que c'est vrai que moi je parlais de chemin et en fait, même si on n'est pas en conscience, on vit tous notre chemin. Et l'idée, c'est de faire en ayant la responsabilité de se dire pour soi-même qu'on est plus ou moins conscient de ce qui nous arrive. Plutôt moins que plus d'ailleurs, hein. On n'est plutôt pas conscient de ce qui nous arrive. Mais de s'engager comme sur ce truc utopique qui n'est pas atteignable, eh ben, ça nous encourage à être beaucoup plus humbles et à moins donner des leçons aux autres. Tu vois, ça nous permet vraiment, en tout cas, moi, je ressens ça. La personne, en tout cas, si moi, je me sens en réaction à un moment donné, parce que quelqu'un a dit quelque chose qui m'a vraiment piqué, je dois me dire en premier, je dois me dire, ça ne veut pas dire que je vais y arriver. Parfois, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'ai une réaction comme ça? Je vais pas dire Mm. l'autre, non, mais t'as vu ce que tu viens de dire là? Ah non, ça, c'est la version caverne. Là, c'est un coup de gourdin, bim. Ça, c'était avant le feu, quoi. Maintenant, il y a le feu. Donc, il est temps de prendre responsabilité de nos états, de prendre responsabilité de notre chemin de conscience et d'arrêter de croire que nous, on est des êtres éveillés, d'autres pas. Moi, ça me, ça me stresse ça. Alors qu'en fait, bon, quelqu'un qui dit ça, moi, je sais que je vais quand même m'écarter. Ça manque d'humilité, tu vois, ça manque de conscience collective. Ça veut dire quoi? Dire moi je suis éveillé, toi non. Moi, par exemple, dans mes programmes, je dis bien aux gens, attention, ce que je vais vous dire, ça ne vient que de moi. Je vais proposer de faciliter l'espace, mais il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé, hein, et qui vont arriver. Et je vous demande pardon d'avance, mais ça va être en même temps une expérience collective, un peu souffrante, mais on va s'entraider. Et je dis vraiment aux gens, hein, à chaque début d'appel, parce que moi je travaille beaucoup à distance, pour justement éviter toute l'intensité qui est en présence là, qui est costaud à vivre, ben, je dis, va vraiment, là, on va démarrer l'appel, il dure 2 heures. J'ai prévu quelque chose, mais là, peut-être que dès que je vais faire circuler la parole, pouf, on va partir sur un autre chemin. Ça sera correct. Je peux juste pas savoir. Donc, allons-y, là, prenez le bâton de parole virtuel et puis partageons. J'ai un cadre quand même, tu vois, moi, je me mets une limite parce que sinon, je pourrais avoir que des gens qui parlent de leurs états. Et puis, à la fin, les gens vont dire, bah, moi, j'ai payé un cycle pour apprendre des trucs et puis en fait, j'ai entendu que des états de plein de gens. Quoi, j'ai aussi conscience de ça. Mais Mm. c'est comme avec des enfants là. On accueille des enfants un matin, une journée par semaine dans la forêt. Si on occulte le fait que le petit Joachim il débarque en pleurant parce qu'il a peur que son papa vienne le chercher ce soir, parce que son papa était très en colère, qu'on se dit oui, bon, c'est bon, Joachim, j'ai entendu, mais maintenant on fait les jeux que j'ai prévus. Ah bah là, on montre vraiment un exemple pour moi qu'on peut améliorer avec Joachim. C'est Joachim, non, tu peux. Si tu as besoin de me partager ton stress, là, moi, je vais écouter.
et puis je vais être comme en empathie avec toi. Il y a comme trois trucs pour moi. C'est j'ai envie de t'aider à construire à partir de ça. Je vais pas nier ton chagrin, ta tristesse. Je vais être en empathie. Et puis, je vais essayer de m'engager, de créer un contexte où on s'engage tous les deux à ce que la situation s'améliore. Mais si je fais comme s'il n'existait pas parce qu'il me casse les oreilles, puis que nous, c'est pas tout ça, mais dans une demi-heure, on doit faire un jeu, je montre ça aux enfants. Donc, c'est vraiment important de modéliser ça entre adultes. Donc, des fois, ce que je dis aux adultes, est-ce que vous l'avez fait vous-même en équipe juste avant que les enfants arrivent là? Est-ce que vous avez pris une demi-heure là pour partager votre état? Parce que ça va jouer sur la journée. Et là, les enseignants se disent, bah non, on n'a pas le temps là, on commence à 8 heures, maintenant que je fasse mes photocopies. Et il dit, bah voilà. La conscience collective, ça va être ça aussi, ça va être dans les faits, de commencer à vraiment travailler en équipe. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas nier la singularité. C'est que quand on travaille vraiment en conscience collective, on se rend compte que Ludovic, c'est un champion à cet endroit, Eric à cet endroit, Francine à cet endroit, puis on arrête de faire des cercles pour savoir qui fait quoi. On sait très bien que ça, c'est Ludovic qui va le faire et il le fait très bien et il adore faire ça. Donc on va dire, tiens Ludovic, on t'a amené ça sur un plateau. Oh, super. Ben oui, c'est ton truc et puis t'es bien meilleur que nous. Tiens Eric, tiens. Et du coup, tout le monde est comme placé. Tu vois. On arrête Oui, de jouer au tirage au sort ou de dire c'est pas juste, c'est toujours Ludovic qui fait ça et pas nous. Mais Ludovic, il est excellent à cet endroit, toi non? C'est pas grave. Toi, tu es excellent à cet endroit. Toi, il y a quand même cette conscience que chaque rôle, que chacun a son pouvoir, tu vois, dans le groupe. Et c'est pas celui qui a le pouvoir. C'est toujours Ludovic là, qui facilite, là, ça m'énerve. Ah ben non, mais fais tes trucs. Mais Ludovic, il facilite bien, là, c'est son truc. moi, ça Donc, me rappelle, ça me ouais, rappelait toujours les peuples. Enfin, moi, j'ai beaucoup étudié les Indiens d'Amérique du Nord. ok. Et en fait, qu'il y avait plusieurs chefs différents. C'est-à-dire qu'ils avaient des chefs sociaux, des chefs tribaux, des chefs spirituels, des chefs pour la guerre, des chefs pour la chasse, et qu'en fait, selon la situation, ils suivaient la personne la plus apte. Par exemple, un chef de guerre, c'était pas forcément un chef tribal. Mais par contre, Mhm, c'est celui qui savait mener la guerre pour les autres. Un chef de période de chasse, bah, c'était pas autrement le chef de guerre. Par contre, c'est celui qui savait le mieux chasser et que tout le monde avait confiance. Et pour moi, on en revient à une autorité ou à un pouvoir naturel. Ça veut ouais. dire que si on est tous en lien les uns avec les autres en conscience, on va reconnaître le pouvoir et le talent naturel de chacun et il sera pas remis en question. Tu vois, si toi tu sais Ouais. allumer du feu, moi je sais pas, le jour où on va dans la forêt, bah, c'est toi le boss, quoi. C'est toi qui allume le feu. Ouais. Et puis, par exemple, s'il faut chasser, mais moi je suis bon pour chasser, bah, naturellement, les gens vont se regrouper autour de moi pour aller chasser parce que on en revient à un pouvoir et un charisme naturel parce qu'on sait faire les choses et qu'on est reconnu pour ça, quoi. Et pour moi, Mm, le pouvoir, c'est pas quelque chose qui se prend, c'est quelque chose qui se donne. mm, C'est je donne le pouvoir à quelqu'un parce que je reconnais en lui la capacité, la lumière qu'il a ou l'aptitude. Mais du moment qu'on veut s'accaparer le pouvoir et qu'on veut se dire non, non, mais c'est moi qui fais ça parce que je sais faire, non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est mm. les autres te reconnaissent dans cette aptitude-là, quoi. Et Ouais. c'est vraiment, moi, c'est vraiment ça que je reconnais dans les peuples premiers, quoi. Qu'ils avaient cette conscience de pouvoir reconnaître la valeur de chacun et de suivre la bonne personne. Mm. Moi, je pense pas qu'ils en avaient conscience. Je pense qu'ils le faisaient naturellement parce que c'était pour survivre. On va pas commencer à aller perdre la guerre avec Francis, qui est plutôt meilleur en chef spirituel. On va perdre, là, on va tous mourir. Donc, c'est plutôt François. François, vas-y. François, on Ouais, te suit, hein. C'est toi qui es le plus chaud, là. Mais tu vois, c'était comme naturel. oui, C'était oui, alors que et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir ce leadership un peu naturel, là, ce qui nous empêche pas d'aller chercher celui qui est plus caché. Ça veut dire que si toi tu dis Ludovic, oui, Eric, c'est toi qui allume le feu parce que moi je sais pas le faire et tout, je vais dire oui, 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 possiblement. Mais un jour, peut-être comme on aura le temps, c'est aussi ça l'avènement du confort. C'est qu'on peut avoir aussi le confort pour se dire, et toi, Ludovic, et si tu étais très bon à allumer le feu, mais qu'en fait, tu ne le sais pas encore. Parce que toi, tu es né avec tes aptitudes, là, tu étais bien, là, ça fait 20 ans que tu fais ça. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le développement de la conscience, c'est qu'aussi, il y a un dépassement de soi permanent. C'est comme si on pouvait à un moment donné, en tout cas, je trouve ça très beau parce que c'est pas fini, quoi. Ok, tu es champion à faire ça.
Donc, tu t'autorises à le faire. Donc, ça, c'est vraiment l'ère de maintenant. L'éducation initiatique, elle sert aussi à des gens, ils ne s'autorisent pas à être eux-mêmes. Et il y a tout un tas de, de petites feintes là du système dans lequel on est né, qui nous a fait croire qu'on était bon à ci, qu'on était bon à ça, et qu'en fait, on est loin d'être à notre max. Donc déjà, de reconnaître notre super pouvoir naturel, et de se reconnaître, et de reconnaître le pouvoir de chacun, là. C'est très beau ce que tu as dit. C'est pas qu'on donne le pouvoir, c'est que moi, là, si on doit faire un tirage au sort, je trouve ça dommage, parce que Ludovic, quand même, je reconnais que là, à cet endroit, il a un gros talent. Quand j'accompagne des écolieux, je dégage tout ça, hein. Je leur dis, parce que ils me payent, tu vois. Donc à un moment donné, je leur dis, attention, si vous me payez, il va falloir avoir foi en ce que je vous propose. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous dire, oui, continuez de faire des tirages au sort, là, qui vous prennent des lustres pour prendre des décisions, faire des réunions pour savoir qui va animer la prochaine réunion. Bah, si tu n'as pas pris un café, c'est chiant, hein. Et là, il faut aimer la réunion. Et là, du coup, je leur dis, on va tenter de voir qui est le meilleur facilitateur. Et qu'est-ce que c'est les qualités pour votre groupe de facilitateurs, qui est par exemple un groupe de parents. Ah, bah, imagine, c'est des jeunes parents. Ouais, et du coup, on va chercher ensemble, par le jeu des expériences. Et on va voir, on va sentir à un moment donné. Ça sera même dur à nommer. Pourquoi? Mais on va se dire quand même, Ghislaine et Noé, là, ouh là là, ils sont terriblement bons, quoi. On va vous mettre vous deux. Ah bon, il n'y en a pas qu'un? Ah ben non, il y en a deux. Aujourd'hui, il y en a deux. On a décidé qu'il y en avait deux. Et peut-être que dans une semaine, tu vois, s'il y a des gens qui ont l'occasion de regarder les vidéos et l'ouvrage de, ah, comment il s'appelle? Frédéric Laloux, il parle de ça, de la raison d'être évolutive. C'est-à-dire que ça bouge. Nous, on se dit, voilà, Ghislaine et Noé vont faire les facilitations, et puis 20 ans plus tard, c'est toujours eux, ils sont un peu fatigués, et ça marche plus. Non, mais il aurait peut-être fallu un peu re-questionner le truc. Ça, chez les peuples racines, il y avait ce truc naturel. Si Francis, il emmène faire la guerre et que d'un seul coup, il meurt, bah, il va y avoir un nouveau chef de guerre, hein. Il y avait comme une évolution naturelle, c'est-à-dire que là, on allait remplacer. Ben nous, comme on n'a pas, quand même, on meurt pas dans les facilitations de groupe, et tant mieux. Là, il y a comme un réajustement qui va, comme un rituel où on se dit, tiens, et si on rediscutait ça? Ou est-ce qu'on peut s'autoriser à dire que je sens que Noé, par exemple, il dit, moi, je suis un peu fatigué là. J'aimerais bien faire autre chose. Je commence à vraiment, tu vois, pas être vraiment à ma place. Ah ben merci. Bon, ben, on n'avait pas prévu ça pour aujourd'hui, mais du coup, il va falloir qu'on retravaille notre Hmm. facilitation. Mais tu vois, c'est d'accueillir vraiment le petit gravier dans la chaussure avant que ça devienne un rocher énorme, là. Et j'ai perdu le fil, mais il y avait vraiment l'idée dans l'éducation initiatique, en tout cas dans un des principes de l'éducation initiatique, c'est quand on croit qu'on est arrivé, on commence seulement, tu vois. Hmm. Et du coup, on se dit, super, j'ai enfin trouvé ma place. Moi, j'ai affaire à des adultes comme ça, hein. Ah, c'est pour ça que toutes mes tentatives de création d'école ne fonctionnent pas. Ben, en tout cas, c'est comme ça. Disons qu'elles t'ont dit, à chaque fois la souffrance t'a dit, faut travailler là-dessus, faut travailler là-dessus, faut travailler là-dessus. Et qu'au bout de 5 échecs, bah, comme par hasard, on s'est rencontrés. Et puis là, tu as perçu qu'en fait, tu n'étais pas à ta meilleure place quand tu crées une école, que tu es plus à ta meilleure place à cet endroit. Mais ça ne veut pas dire que c'est absolu, ça. Ça veut dire que pour le moment, tu peux faire ça maintenant. Tu peux changer d'action. Puis peut-être que après, tu seras d'ailleurs une bonne créatrice d'école. Tu vois, c'est comme pas fini. Moi, je sens que pour nos systèmes, là, pour nos cerveaux, c'est quand même un peu souffrant, ça, de se dire que c'est jamais fini. Notre cerveau, il n'aime pas ça, hein. Parce qu'il se dit, alors attends, ça va être quoi du coup après? Notre super calculateur là-haut, il aime pas trop, hein, de se dire que le Je travail n'est jamais fini. Tu vois ce que je veux dire? je sais pas si notre cerveau il aime pas ou c'est qu'on a été éduqué dans des modèles Ouais, figés, statiques. Parce que je pense que naturellement, les lois de la vie, ouais, le vivant, il n'est jamais fini. Un arbre, regarde, jusqu'à qu'il dépérisse, il croît, il croît, il croît, il croît, il se développe. Et le vivant autour de nous, tu regardes un jardin à et la ouais. française, c'est faux. Un jardin à la française, ça n'existe pas dans la nature. Si tu l'entretiens pas tous les jours, eh ben, il devient chaotique et vivant. Donc en fait, peut-être que peut-être c'est que tu apprends aux gens à être juste reliés aux lois de la vie. Hmm, Dans, dans les liens qu'ils ont entre eux, parce que les liens sont vivants, dans leur intériorité, parce que leur intériorité, elle est vivante, hmm. dans leur état, parce que leur état émotionnel, il est mouvant. En fait, c'est peut-être juste ça que tu es en train de réapprendre aux gens
à vivre et être humain en lien avec le vivant, Ouais, tout ça. tout simplement, c'est ça, hein. Moi, je parle souvent de cycle du vivant et c'est vrai que c'est partout. C'est, Après, moi, c'est pas vraiment. Je me rends vraiment compte que pour parler vraiment que de moi, je transmettre cette connaissance que j'ai trouvé ça passionnant là, de ces lois du vivant, comme ces mécanismes un peu célestes là, qui reviennent sans arrêt, là. Je trouve ça intéressant de les partager, mais ce que j'aime, c'est avoir affaire à des gens qui le vivent avec le groupe, se sentir tous ensemble à se dire, mais alors qu'est-ce qui se passe là pour lui ou pour elle, et trouver et l'aider à trouver. Parce qu'en fait, on l'a pas encore partagé, mais on n'apprend rien à quelqu'un. C'est la personne qui apprend seule si les conditions sont bien réunies. C'est comme guérir, on guérit personne. Enfin, les thérapeutes là, ils croient des fois que parce qu'ils ont appris des trucs, ils vont guérir quelqu'un. Mais en fait, ils vont juste soutenir la personne dans son état de guérison. Mais la personne va guérir que si elle le souhaite, et la personne va apprendre que si elle le souhaite. Donc si moi je baragouine mes histoires de cycle cheese là, à quelqu'un qui n'a pas très envie, ça ne marchera pas. Des fois, je suis quand même tenté parce que j'aime bien partager. Mais je sais que ça a peu d'impact, que le top, c'est qu'elle me pose des questions, que moi je lui dise, ah, qu'elle aille chercher un peu par elle-même, que j'essaie juste de la mettre sur la voie. Ça, c'est vraiment le mentorat, hein. Mais ça, c'est les enfants. Le mentorat, dans ma compréhension des choses, il s'adresse vraiment à ce stade de développement qu'on nous a zigouillé, nous, qui est la deuxième grosse phase de la vie, en gros de 7 à 14 ans, pour faire genre un pâté, quoi, un paquet, c'est pas aussi figé, où là, on a besoin d'avoir beaucoup de connaissances, notre cerveau il se développe énormément, sauf qu'on a besoin de les acquérir en faisant. Et Mm. nous, on nous a dit, bon, bah, ça tombe bien, asseyez-vous, écoutez. Donc bon, là, il y a un truc qui est costaud à vivre. Et c'est pas grave Mm. hein, d'avoir vécu ce petit truc. Il y a des gens qui font ça plus tard. Mais du coup, tous les gens que je vois qui sont chauds de l'apprentissage dans la matière, c'est comme si, je me disais, leur enfant intérieur de 7-14 ans, là, il en a besoin, il n'en a pas eu assez. En plus, dépendamment de comment c'est une structure, des gens qui ont vraiment besoin d'être dans l'action pour apprendre, bon, bah là, il va falloir en donner beaucoup plus que quelqu'un qui a une connexion émotionnelle ou plutôt mentale. Là, il va falloir que les gens vivent le frottement à la matière. Et du coup, le mentorat, pour moi, cette espèce de coaching invisible où on guide les gens sans leur donner rien du tout en enseignement, rien. On leur pose des questions, c'est tout. Tu vois, l'enfant, il arrive, je me suis assis à côté d'un arbre et j'ai vu des oiseaux. Ah, et c'était de quelle couleur? Il y en avait un gris et je ne me rappelle plus. Bon, bah, retourne-y demain et tu me dis. Et c'est cette avalanche de questions-réponses de questions, pardon, qui va permettre à l'enfant d'aller ou pas chercher la réponse par lui-même. Parce que le truc, c'est de poser la question au bon moment et pas la question qui décourage. Donc c'est quand même finaux, hein. Il y a des enfants qui Mm. vont dire déjà, c'était très pénible d'attendre à côté de l'arbre. Donc si tu leur dis retourne-y demain, ils te disent ah bah non merci. Tant pis, je ne saurais pas c'est quoi l'oiseau. Ça va. Toi, c'est que ça nous demande vraiment d'être un peu fin. Et il y a des adultes là qui ont vraiment besoin de vivre ça. Mais moi, dans mon système de croyance, je pense qu'à un certain stade de développement, on n'a plus forcément besoin de vivre explicitement l'expérience de façon absolue, quoi. On peut être tenté. Il y en a, je les connais, là, ils sont amoureux de ça, ils ont vraiment envie d'aller au contact de l'expérience. Moi, j'ai un peu cette tendance, mais on n'est pas obligé. On peut Mm. aussi, euh, on peut aussi sortir de ce mythe. Ben, moi, je suis assez correct de le dire. C'est pas parce que c'est important de vivre l'expérience dans certains stades de développement qu'on doit le vivre toute sa vie, tout le temps, et qu'on n'a plus le droit de s'autoriser à avoir des enseignements genre froid, tu vois, genre ça c'est. Mais en même temps, c'est quand on va appliquer ces enseignements qu'on va vraiment les intégrer. Donc de toute façon, l'expérience, elle va revenir tôt ou tard. Moi, je vis ça avec les reçois. À partir du moment où j'ai compris des trucs, là, je suis chaud, puis qu'un jour, je me dis, purée, il faut que je le fasse comprendre, que je le fasse intégrer un groupe, bah, je me mets en, en mode de fonctionnement où je vais devoir l'inscrire dans la matière. Donc là, ça s'inscrit profondément en moi. Enfin,
Mais j'ai eu le droit de commencer par l'enseignement, en fait, c'est pas grave. Je dis ça parce qu'il y a des gens, ça les stresse. Les gens qui ont un gros canal réflexion, ils se disent, oh là là, faut que j'aille faire comme si j'avais 8 ans, là, ça me fatigue. Tu vois, il y a des gens, ça les stresse, hein. Moi, j'en connais plein. Ils vont pas dans le HIS à cause de ça, hein. Hmm. Puis il y Bon, a tous. Eric, Ouais, je- vas-y, on arrive déjà, on est à à la plus fin. d'une heure. Ah, c'était Ah passionnant, ouais, hein? bah, C'est je t'en prie. passionnant. C'est passionnant. J'ai pas vu le temps Est-ce passer que, non plus. Ah oui. ouais, non, le temps passe super vite, super vite. Est-ce que tu veux un petit mot pour conclure ou qu'est-ce que tu auras envie de proposer aux gens qui nous écoutent? Ah, c'est dur, mais euh, bah, ce qui me vient, je vais prendre ce qui me vient comme ça. Ah ouais, je vais dire ça, tiens. Ben, déjà, je te remercie pour cette conversation. C'est moi, je me suis enflammé là. J'ai l'impression qu'on venait de commencer. Non, je sais bien conscience que le temps est passé, mais je me dis ce que j'ai envie de partager là. J'ai pas du tout connaissance des gens qui regardent tes vidéos. J'ai pas de, j'en ai regardé quelques-unes, mais tu vois, j'ai pas. Et je me dis que ce que j'ai envie de partager là, ce qui me vient, c'est parfois quand on vit des trucs un peu challengeants, on a la petite tendance à prendre comme la responsabilité pleine et entière personnelle de ce qui nous arrive. Genre, j'ai telle blessure, j'ai j'ai tel passé, visible ou invisible, transgénérationnel, etc. Donc, c'est moi, c'est normal, c'est mon épreuve un peu, tu vois. Il y a des trucs un peu comme ça. Et on oublie quelque chose qui pour moi est vraiment beaucoup plus important, et je parle de quelque chose qui m'a pas, enfin, d'un système de croyance, hein, c'est qu'il y a les circonstances aussi dans lesquelles on est vie. Par exemple, là, on est le 8 décembre, et je sais pas si toi c'est ça, mais moi je vois plein de gens qui sont quand même un peu pas trop bien en ce moment. On est en train de, il y a plein de gens qui tombent malades, il y a des gens qui sont confus, il y a des gens qui émotionnellement sont très sensibles, et on va jusqu'au solstice là. Donc à la période de laquelle on traverse, si là on avait un rendez-vous au mois d'août, on n'aurait pas la même énergie tous les deux. Et du coup, de ne pas oublier qu'en fait tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous et puis même qui nous a été transmis, c'est relié à un contexte qui est beaucoup plus fort en termes d'influence que souvent on a une petite tendance à mettre en primauté la blessure personnelle et tout ça. Moi, le premier, hein. Je dis oui, ça c'est à cause de moi, c'est ci, c'est ça. On se le dit dans la tête, consciemment ou inconsciemment. Et je voudrais juste rappeler qu'il y a tout un tas de contextes environnementaux, astro et saisonniers et relationnels dans notre environnement qui nous soutiennent ou enfin qui soutiennent ces états ou qui les alimentent. Voilà, des gros égrégores là qui nous soutiennent dans nos états de. Là, on est dans l'avant, deuxième phase de l'avant. C'est quand même jusqu'au solstice là, ça zouk un peu normalement. C'est normal, tu vois. Moi, ça me détend de me dire ça. Parce que sinon, j'ai l'impression d'être en mini dépression, tu vois. Mais je pourrais me dire, mais qu'est-ce qui se passe, toi? Mais pourquoi j'ai ça? Et vraiment me focaliser sur moi. Donc vraiment, c'est ça mon message, de vraiment regarder un peu ce qu'il y a à l'extérieur, de prendre de la hauteur. Voilà. Ouais, ok. Eh ben Et merci en toi? tout cas, Ah, je croyais que tu allais Eric. partager aussi un petit mot de la fin, toi. Non, non, je me disais, ça me dit ce que tu partages là, c'est d'avoir plus d'humilité finalement et de ne pas laisser l'ego s'enflammer, parce que j'entends ce que tu dis, c'est que on peut s'imaginer des fois être au centre d'une blessure, d'un processus, alors Ouais. qu'on est peut-être juste un petit rouage d'un gros phénomène et que ça flatte aussi l'ego d'être cette blessure-là, quoi. Alors que finalement, des fois, bah, si c'est imaginons un mouvement cosmique et qu'on est tous brassés de la même manière, finalement, on est tous peu de choses, quoi. Donc ça, pour moi, ça ramène de l'humilité, ce que tu dis. Bah, merci, ouais, j'avais pas fait le lien, mais ça me parle. Merci beaucoup en tout cas pour cet espace Ouais. et puis à très bientôt alors. Bah oui, merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui nous regardent. Si vous aimez ben voilà, ce que propose Eric, l'éducation initiatique, n'hésitez pas à aller visiter son site, voir ses propositions. Voilà, si vous avez envie d'être accompagné dans l'intelligence collective, dans un montage de projets en collectif, un changement de vie qui est plus d'écologie intérieure dans votre vie,
je pense que ça peut être la bonne personne. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir son site. Merci beaucoup, Ludovic. Belle journée à tout le monde et belle journée à toi aussi, Eric. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde.